Hey! Salut à tous, bonne année, hein, nous sommes le 1er janvier hop, 2023. Je voudrais qu'on voit un petit peu qu'est-ce qui s'est passé en 2022, qu'est-ce qui arrive en 2023 et puis comment on se protège. Il y a quand même des bonnes nouvelles au niveau protection qui arrivent, donc je pense que ça vaut le coup d'en parler. D'abord 2022, ça n'a pas été une super année au niveau cybersécurité et fraude, dans le sens où il y a eu beaucoup plus d'attaques. On les a vues, il y a eu beaucoup plus de victimes, que ce soit contre des institutions publiques, hein, des villes, même plusieurs villes ici en Belgique, contre des hôpitaux en France, aussi en Belgique, un peu partout en fait, contre des entreprises. Le nombre d'attaques a augmenté, le nombre de victimes a augmenté, le nombre de données personnelles volées a lui aussi augmenté. Pourquoi est-ce que ça a augmenté en 2022 ? Je dirais qu'il y a 3 grands éléments. Le premier, c'est la digitalisation rapide que l'on a vu se mettre en place avec le Covid. Très vite, les entreprises ont dû s'adapter pour pouvoir permettre à leurs employés de travailler à la maison, pour pouvoir permettre à leurs clients d'accéder à leurs services en ligne parce qu'ils ne pouvaient plus passer dans les bureaux. Oui, mais cette digitalisation rapide, elle a souvent été faite au détriment de la sécurité, c'est-à-dire que les nouveaux programmes ou les sites internet n'étaient pas protégés comme ils auraient dû l'être parce qu'il fallait aller vite, ça c'est un. Deux, il n'y avait pas les procédures pour mettre à jour, pour continuer à améliorer la sécurité, parce qu'on n'avait pas le temps. Et donc, quand il y avait un problème de sécurité, il est toujours là et il peut être exploité. Et puis, on n'a pas passé énormément de temps à expliquer à ses utilisateurs à quoi ils devaient faire attention. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième, c'est une alerte d'ailleurs qui a été lancée par le FBI et la société Cisco en 2022, qui ont observé un shift de ce qu'on appelle la criminalité offline, donc la criminalité de la rue, vers la criminalité en ligne. Donc ces criminels qui avaient une activité dans les rues, j'ai envie de dire, vont se former, vont recevoir de l'aide, acheter, louer des programmes de malware, et puis vont lancer leurs propres attaques. Et ces gens-là sont de plus en plus nombreux et se forment. Donc avec le temps, ils vont aussi devenir meilleurs. Alors c'est peut-être pas une cybercriminalité de très haut vol, mais ils vont surtout se concentrer sur le public, hein, sur vous, sur nous. Ils vont se concentrer sur les entreprises et les administrations qui sont peu ou pas, mal protégées. Et puis le troisième élément, c'est aussi un shift entre une partie de l'activité cybercriminelle qui avait lieu aux États-Unis vers l'Europe. Donc en fait, ils s'exportent. Alors, je ne sais pas si les cybercriminels eux-mêmes déménagent, mais en tout cas, ils peuvent continuer à lancer les attaques des États-Unis vers l'Europe. Ils sont surtout actifs en Espagne, en France. Hein, d'ailleurs, ça sort d'un rapport de Orange Cyber Defense Center. Et oui, ça veut dire qu'il y a de plus en plus d'attaques aussi en Europe et que ça va continuer à augmenter en 2023. Alors, qu'est-ce qu'ils attendent en 2023? Qu'est-ce que les spécialistes mettent dans leur rapport? Parce que j'ai passé pas mal de temps à lire les différentes estimations pour 2023. Alors d'abord, le ransomware, ça ne va pas s'arrêter. Le ransomware va continuer à faire des victimes parce que, comme je le disais, il y a de plus en plus de cybercriminels. Les programmes sont là, ils se vendent, ils s'achètent. Il y a même des helpdesk qui permettent de vérifier qu'on l'utilise bien ou quand on a un problème, on peut avoir de l'aide. Ça ne va pas aider les criminels à s'arrêter, d'autant plus qu'il y a encore beaucoup d'entreprises qui payent la rançon. Oui, mais tant que les cybercriminels font de l'argent, ils vont continuer à leur activité. Je veux dire, tant que ça marche, pourquoi est-ce qu'ils s'arrêteraient? La deuxième chose, ce sont les deepfakes. Alors là, j'ai un petit peu plus de doutes. Les deepfakes, ce sont ces vidéos, ou aussi en audio d'ailleurs, qui reproduisent la voix ou le visage d'une personne, souvent une personne connue, quasiment à la perfection. Ça veut dire qu'il est de plus en plus difficile de voir que finalement cette vidéo, elle est fausse. Si je doute, c'est parce que dans les rapports, ils parlent par exemple de tout ce qui est romance scam, donc les escroqueries à l'amour sur Internet. Je pense pas, très honnêtement, dans l'état actuel de ce type de fraude, que les criminels ou les fraudeurs vont investir dans ce genre de technologie parce que finalement ça marche déjà très bien, parce que c'est plus compliqué de faire ça.
Donc pourquoi est-ce que j'irais me compliquer la vie alors que mon business fonctionne déjà très bien? Je ne suis pas certain. Il y a certainement peut-être un, il y a peut-être un cas de figure dans lequel ça peut être un risque. Ce sont les très grosses entreprises ou les administrations importantes parce qu'on peut faire une fausse vidéo d'un Premier ministre, d'un président ou d'un PDG. Et de là, effectivement, manipuler quelqu'un à l'intérieur de l'organisation, si ce sont des organisations importantes, oui, je pense qu'ils pourraient prendre le temps de faire des bons deepfakes. Mais dans le reste de la fraude ou de la cybercriminalité, ça marche déjà. Donc je ne suis pas convaincu qu'ils investissent là-dedans. Et puis, il y a tout ce qui est attaque contre les crypto-monnaies. On l'a vu, hein, il y a plus de 3 milliards, oui, 3 milliards de dollars qui ont été volés en crypto en 2022. Les crypto-monnaies, de toute façon, ne vont pas très bien. Il y a eu les cours se sont cassés la figure, il y a eu le problème d'FTX, hein, qui semble être une énorme fraude dont on va beaucoup entendre parler en 2023 parce que les procès vont s'ouvrir à partir de la deuxième partie de l'année. Mais des boîtes comme Binance, par exemple, ont perdu jusqu'à 100 millions de dollars, alors que même, ils ont détecté une partie de l'attaque, donc ça veut dire qu'au lieu des 570 ou 70 millions de dollars qui allaient être volés, ils sont partis uniquement avec 100 millions. Mais oui, ces plateformes qui gèrent des portefeuilles, qui gardent les crypto-monnaies pour leurs clients, bah, elles vont se faire attaquer. C'est une cible idéale, d'autant plus que c'est déjà les crypto-monnaies, une monnaie qu'aiment beaucoup les cybercriminels. S'ils peuvent rentrer là, ils ont le temps, ils ont la technologie pour le faire, ils vont essayer de le faire. Et ces entreprises vont devoir de plus en plus investir contre les attaques cyber parce qu'on va avoir de plus en plus de vols de crypto-monnaies dans les sociétés qui gardent ces portefeuilles. Et d'ailleurs, ça va amener, parce que ça amène déjà en fait, comment dire, un déplacement du risque. Qu'est-ce que je veux dire par là? Avec l'histoire d'FTX, avec l'histoire des vols sur les différentes plateformes, les utilisateurs, les propriétaires de crypto-monnaies ont peur. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, bon, bah, si je ne peux pas faire confiance à cette plateforme, je vais ramener l'argent sur ce qu'on appelle un portefeuille offline. Ça ressemble d'ailleurs à une clé USB qui est encryptée. Mais qu'est-ce qu'ils font là? Ils ramènent le risque chez eux. Ça veut dire que les criminels vont aller maintenant attaquer directement la personne qui a des crypto-monnaies pour les lui voler. Parce que finalement, en reprenant ça chez moi, je ramène tout le risque chez moi. Alors ça, c'était pour tout ce qui était cybercriminalité. Au niveau fraude, il n'y a pas beaucoup de changements, il risque d'y avoir une intensification. Il n'y a pas énormément de nouveautés, mais ils vont s'affiner. Alors les deux grands types de fraude qu'on appelle les escroqueries et le phishing. Escroquerie, c'est quand je vais moi-même persuader que je fais une action qui pour moi est légitime, transférer de l'argent sur le compte du fraudeur. On a parlé tout à l'heure des escroqueries à la bourse, ça peut être les escroqueries aux faux investissements, ça peut être les faux achats en ligne. Enfin les faux achats, oui, un site internet qui vend quelque chose qui n'existe pas. Je reçois un email avec un lien pour un produit qui est tellement formidable, et puis je clique dessus, je me retrouve sur la plateforme, le prix est beaucoup moins cher qu'ailleurs, ça m'intéresse, je suis appâté, et là, soit je vais donner accès à mon compte bancaire en partageant mes données bancaires, soit je vais simplement effectuer le paiement pour cet appareil, mais qui ne sera jamais livré, et comme il n'y a pas de site derrière, qu'il n'y a rien, ça c'est la police qui passe et qui est parti. Comme il n'y a pas de site internet derrière, les plaintes vont aller nulle part, et puis les fraudeurs vont partir avec leur gain et ouvrir un autre site ailleurs et continuer leur business. La deuxième chose qu'on va voir exploser, c'est donc le phishing, j'en parlais. Il y a eu énormément, en fait beaucoup de vols de données personnelles. On a encore eu un cas la semaine dernière. Ces données sont utilisées, elles sont récupérées et utilisées par les fraudeurs. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un email qui dit « Cher monsieur anonyme, voici un lien pour payer ou votre abonnement Netflix a été annulé parce qu'on n'avait pas le paiement », on pourrait très bien dire « Cher Alexandre, voici votre numéro d'adhérent chez Netflix pour autant qu'il l'est, et puis cliquez ici parce que sinon on va arrêter votre abonnement parce que vos données bancaires ne sont plus à jour chez nous. » Oui, mais s'ils mettent des informations que je peux reconnaître, qui vont me rassurer sur la légitimité du message, je vais peut-être moins faire attention, comme je devrais le faire, et peut-être pas vérifier le lien pour être sûr que je vais sur le vrai site de Netflix. Et ça risque de faire passer la vigilance d'une personne qui, elle, fera attention. Alors, ça, c'était la deuxième chose au niveau phishing. Le vol de données
augmenter la personnalisation des emails. Et puis on a déjà vu, et ça va continuer, ce qu'on appelle le phishing utilitaire, c'est-à-dire qu'ils utilisent des choses comme la crise énergétique ou la guerre en Ukraine pour envoyer des messages qui collent à la réalité et qui vont surtout faire en sorte que la personne se dit « Ah, je peux avoir par exemple une prime parce que l'énergie a explosé, je peux avoir une prime de l'État, je vais cliquer dessus pour essayer de l'avoir. » Mais c'était un faux message et évidemment, je ne reçois rien du tout. Avant de parler de ce qui est positif dans toute cette histoire et de ce qui va arriver pour nous aider en 2023, il y a quand même encore quelque chose qui a attiré mon attention, et c'est ce qu'on appelle le hacktivisme, avec un H, qui est en fait la contraction de hacking et activisme. Il semblerait qu'une partie des activistes fassent, comme je le disais tout à l'heure pour les criminels finalement, ils vont passer de la rue à Internet. Et donc au lieu d'aller manifester, bloquer des ponts, bloquer des aéroports, bloquer l'accès à certaines entreprises, ils pourraient très bien se former pour aller attaquer ces mêmes entreprises ou ces mêmes administrations sur Internet. On le voit, il y a une grande polarisation politique aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens mécontents, et finalement, ils pourraient aussi montrer leur mécontentement en utilisant des techniques de cybercriminels plutôt qu'en allant bloquer un carrefour par exemple. Ça, si ça arrive, ça va vraiment impacter fortement tout ce qui est administration, et donc le fait qu'elles puissent délivrer leurs services aux utilisateurs. J'espère que ces administrations vont se préparer à ça, parce qu'apparemment c'est quelque chose qui se développe et qui va arriver et qui n'est pas totalement illogique. On l'a vu faire avec des criminels, d'autres personnes mécontentes qui ne sont peut-être pas des criminels dans l'esprit pourraient utiliser des techniques et devenir des cybercriminels. Alors, les bonnes nouvelles, il y en a, heureusement, ce serait bien dommage. D'abord, l'industrie investit et continue d'investir beaucoup dans la sécurité. Ça veut dire que des boîtes comme Microsoft, comme Google, comme Apple continuent d'investir dans la sécurité et de nous permettre d'avoir des programmes qui sont mis à jour tout seuls, qui sont de mieux en mieux sécurisés, qui sont de plus en plus vite ou rapidement sécurisés. Ils ont aussi investi d'ailleurs dans Passkey qui arrive dans les prochaines semaines. Si vous ne savez pas ce que c'est que Passkey, allez voir le dernier podcast sur le sujet que nous avons mis en ligne avec Dany il y a quelques semaines. Parce que c'est la mort du mot de passe, mais ça veut dire aussi une grosse augmentation de sécurité au niveau phishing. Donc ça va arriver, on va avoir de moins en moins de mots de passe et de plus en plus de protection contre le phishing grâce à ce passkey. Et puis il y a aussi Matter, qui est cette initiative qui a été lancée par aussi des grands noms, dont ceux que j'ai cités tout à l'heure, mais d'autres, en fait tous les grands acteurs du marché des objets connectés, qui se sont rassemblés pour créer une nouvelle norme qui est interopérabilité, ça c'était le but au départ, mais qui a intégré la sécurité de leurs appareils dans la norme, ce qui va nous permettre d'avoir de bien meilleures sécurités sur nos objets connectés. Ça aussi, ça arrive en 2023, on va pouvoir en bénéficier. Alors il faudra peut-être mettre à jour certains appareils ou à l'achat de nouveau vérifier qu'on achète bien cette norme-là. L'Europe, j'en parlais dans le podcast sur les objets connectés, elle aussi adapter la norme CE pour que les nouveaux objets connectés à partir de, je pense que c'est fin 2023 ou 2024, nous offrent une meilleure sécurité. Et puis, nous sommes de plus en plus alertes. Et ça, c'est bien. On voit le nombre de messages qui sont rapportés aux autorités est en constante augmentation. Ça a décollé très fort en 2022 pour aller jusqu'à plus de 50 000 alertes ou rapports de messages frauduleux. Je ne sais plus si même par jour ou par semaine. Enfin, c'est beaucoup. La population est de mieux en mieux informés et formés sur les risques sur Internet. Mais quand même, il y a encore des gens qui perdent de l'argent, il y a encore des entreprises qui se font pirater, donc il y a encore du travail. Alors, pour nous, en tout cas, d'un point de vue particulier, je dirais il y a deux grandes règles à laquelle il faut faire attention. Il y en aurait plus, mais je vais simplifier avec deux. La première, c'est toujours regarder où est-ce que vous allez. Lisez le lien et regardez s'il va bien sur le site, que ce soit en passant votre souris dessus sur votre ordinateur ou en regardant en arrivant sur le site, après avoir cliqué, vous êtes bien sur le site sur lequel vous devriez être. Ce n'est pas le logo qu'il faut regarder, c'est vraiment le lien dans l'URL. Il y a une vidéo sur notre chaîne, donc regardez-la, vous allez très vite comprendre comment on fait. C'est très facile, quand on a compris comment ça marchait, toujours vérifier avant de cliquer sur un lien. Et puis la deuxième chose, c'est
quand c'est trop beau pour être vrai, quelque chose qui est beaucoup moins cher que sur le reste du marché, ou un rendement qui est beaucoup plus élevé que ce que font les professionnels du marché, mais tout ce qui est anormal, tout ce qui est... Il vaut mieux s'arrêter, prendre du recul et regarder si ça tient la route ou demander de l'aide. Et quand on détecte quelque chose, quand on voit un message de phishing, rapporter ça aux autorités le plus vite possible parce que ça permet d'aider le reste de la population. Voilà, c'était ma vidéo de rentrée d'année. J'avais envie d'expliquer un petit peu ce qui se passe et ce qui va se passer. On va encore se voir, on va encore se parler parce qu'on va continuer à faire des vidéos avec Dany. On va continuer à vous informer sur comment on se protège. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une très très belle année 2023. Faites attention sur quoi vous cliquez. À bientôt.